Je suis heureux de venir ce matin devant vous pour avoir la possibilité de m'exprimer et d'expliquer un certain nombre de choses, de clarifier effectivement des incompréhensions qui, ici ou là, ont pu être véhiculées. Si vous le permettez, je souhaiterais d'abord rendre hommage aux 30 000 hommes et femmes de la réserve de la Gendarmerie nationale, parce que ce sont des personnes de tout statut, de tous âges, qui prennent sur leur temps libre pour venir renforcer les unités, venir renforcer la gendarmerie et contribuer par là à la sécurité de nos concitoyens sur les territoires. Ils sont extrêmement méritants, ils sont actuellement engagés de manière très forte à la fois sur la sécurité des zones estivales, mais aussi sur le Tour de France. Ils ont été engagés de manière exceptionnelle à l'occasion des événements d'Irma sur Saint-Martin. Et en 2017, 80 d'entre eux ont été blessés en service, dont 20 à la suite d'une agression. Donc je souhaitais vraiment leur rendre hommage parce qu'aujourd'hui, sans nos réservistes, nous ne pourrions pas fonctionner de manière optimale comme nous le fonctionnons. Et je les en remercie et j'en témoigne à travers cette occasion toute ma reconnaissance. J'aurais ensuite articulé mon propos en 2 points. Le premier concerne la réserve militaire et son organisation. La réserve militaire de la gendarmerie a 2 composantes globales, une réserve opérationnelle et une réserve citoyenne. La réserve opérationnelle, elle renforce au quotidien l'action de la gendarmerie. Les militaires de réserve font les missions qui sont celles des personnels d'actifs, à l'exclusion du maintien de l'ordre. Et elle se compose de 29 847 volontaires titulaires d'un contrat spécial dans la réserve à la date d'aujourd'hui. En moyenne, tous les jours, depuis le début d'année, 1670 réservistes, chaque jour, renforcent nos unités territoriales. Le réserviste opérationnel, dit de sécurité publique, donc celui que vous rencontrez dans la rue, il est donc soumis aux mêmes droits et aux mêmes devoirs que les militaires d'active. Il est placé dans l'ordre hiérarchique, au même niveau que les personnels d'active, il est soumis au même statut et il est détenteur d'un grade qui est soumis aux règles d'avancement classiques pour ce qui concerne donc cette réserve opérationnelle de sécurité publique. Il existe au sein de la réserve opérationnelle une catégorie particulière de réservistes correspondant à des spécialistes. C'est l'article L. 4221-3 du Code de la Défense qui prévoit cette catégorie. Ces volontaires sont recrutés pour exercer des fonctions particulières déterminées, correspondant soit à des qualifications, soit à des expériences, et qui sont capables d'apporter des choses. Ce sont donc de personnels ressources pour le service, dans le cadre notamment de réflexions qui sont lancées dans différents domaines. Le grade qui leur est conféré à titre temporaire. Il ne permet pas d'avoir des compétences en matière d'encadrement. Et il est accordé uniquement pour la durée de la mission et dans le cadre de la mission. Il n'y a donc aucune prérogative de commandement pour ces réservistes spécialistes, quel que soit le grade qu'on leur attribue. Depuis 2002, la Gendarmerie nationale a recruté 124 réservistes spécialistes et à ce jour, nous en avons 74. La grande réserve opérationnelle, c'est donc le premier point, avec des réservistes de sécurité publique et des réservistes spécialistes. La réserve citoyenne, elle est forte de 1315 réservistes citoyens. Elle vise, en fait, à entretenir l'esprit de défense, à entretenir le lien entre la nation et les forces armées, entre la gendarmerie et la population. Les grades qui sont conférés dans le cadre de cette réserve citoyenne sont des grades également honorifiques qui n'emportent aucune prérogative de commandement et qui, évidemment, n'ont pas vocation à assurer des missions de sécurité publique. Cette réserve citoyenne est une réserve qui est tout à fait transparente, puisqu'elle fait l'objet de décisions formelles. Les personnels de la réserve citoyenne portent d'ailleurs régulièrement, à l'occasion des cérémonies, des insignes distinctifs qui permettent de savoir qu'ils ou elles font partie de cette réserve citoyenne. Voilà un petit peu la réserve militaire de la gendarmerie telle que je souhaitais vous la présenter de manière globale. S'agissant des 2 personnes objets du travail de votre commission, messieurs Alexandre Benalla et Vincent Crase, je souhaiterais simplement apporter là aussi quelques précisions sur le processus qui a conduit à leur recrutement et à leur emploi. Alexandre Benalla était engagé dans la réserve opérationnelle depuis 2009 dans le cadre d'un travail de sécurité publique générale dans le département de l'Eure, tout à fait naturellement. Il a fait 194 jours au total entre 2009 et 2015 et depuis 2015 il n'a plus jamais été employé
parce qu'il n'y avait pas le temps, voilà, donc il n'y a pas de raison particulière, mais en tout cas, il a été employé de manière importante, 194 jours de 2009 à 2015, c'est une période intéressante, au cours de laquelle il a donné satisfaction, et tous les éléments qui me sont remontés ne faisaient état d'aucune difficulté, je dirais, ni de comportement, ni d'engagement. J'ai rencontré M. Benalla à l'occasion de différents déplacements, notamment à l'occasion du retour de Saint-Martin, où nous avons eu l'occasion de discuter dans l'avion, de manière de choses et d'autres, et également de son engagement dans la réserve et de sa vision de la protection, de la sécurité des personnes. Il faut savoir que au dernier trimestre, deuxième semestre, 2017, nous avons eu un certain nombre d'agressions de gendarmes, d'incendies de casernes. On a eu l'incendie à Grenoble de l'ensemble des garages avec 50 véhicules qui ont brûlé. On a eu l'incendie à Limoges de véhicules également. On a eu un incendie de caserne à Mélan qui visait les familles. Et on a, tous les ans, un certain nombre d'agressions contre les gendarmes. On a plus, l'an dernier, à peu près 1926 gendarmes qui ont fait l'objet d'agressions dans le cadre de leur service quotidien. Il me paraissait intéressant, pour sortir un peu de notre réflexion globale, parce que nous avons lancé un groupe de travail de réflexion sur cette fonction de protection de nos personnels, il me paraissait intéressant d'avoir un œil extérieur. Je considérais que, compte tenu de son expérience en matière de protection des personnalités, il était un personnel ressource utile que j'ai donc intégré dans le vivier de ces réservistes spécialistes. Le deuxième personnel, M. Vincent Kras, lui, a une situation un peu différente, puisqu'il a été intégré dans la réserve opérationnelle en 1996 en provenance de l'armée de l'air. Il a progressé dans le cadre de la réserve opérationnelle de sécurité publique, classiquement, nommé capitaine, puis chef d'escadron, grade qu'il détient encore aujourd'hui. Il a régulièrement effectué des missions de formation, d'encadrement, et il totalise à ce jour 414 jours de convocation à la réserve. Il a été versé dans cette réserve et il y assure de manière là aussi satisfaisante, en tout cas de ce qui m'est remonté, ses fonctions à la fois de formateur, d'encadrant. C'est d'ailleurs dans ses fonctions d'encadrant qu'il était employé au sein du commandement militaire de l'Élysée. Voilà un petit peu les grandes idées sur les deux personnels concernés, dont je précise, pour l'ensemble de l'information et la totale information de votre commission, qu'aucun d'entre eux n'était activé comme réserviste le 1er mai. Nous avons effectivement 30 000 réservistes. Ces réservistes, ils ont une vie, puisque globalement, ils font partie de la société civile. Et ils ne sont considérés comme réservistes que lorsqu'ils font l'objet d'une convocation formelle, tracée, qu'on retrouve dans nos outils de gestion. Et à ce moment-là, effectivement, quand ils sont convoqués et engagés, ils doivent répondre à la discipline militaire et ils sont soumis au même droit, au même devoir. Le reste du temps, je dirais qu'ils ont leur vie personnelle et le commandement n'a pas à s'immiscer dans leur vie personnelle. Voilà un petit peu les différents éléments, Monsieur le Président, que je souhaitais apporter en propos liminaires pour la bonne information de votre commission. Bien, merci, Monsieur le Directeur, de ces propos relatifs à la réserve, ou de forme de réserve. Je vais bien sûr maintenant laisser la parole à nos deux rapporteurs et, comme je vous l'ai dit, après aux membres de la commission qui pourront vous poser les questions qu'ils souhaiteront. Bien sûr, celles-ci dépasseront peut-être les questions relatives à la réserve. Et aurez-vous sans doute des questions pour vérifier les propos qui nous ont été donnés hier ou par le passé, ou que nous avons entendus en retraçant les éléments de l'enquête de l'Assemblée nationale concernant le type de relation que pouvait avoir en particulier M. Benalla avec la gendarmerie. Alors, je vais donner tout d'abord la parole à notre rapporteur Muriel Jourda. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, vous indiquer, vous préciser, vous assurer de toute la considération que nous pouvons avoir ici, je pense unanimement dans cette commission, pour les forces de gendarmerie et la gratitude aussi que nous avons pour votre action. Je laisserai sans doute à d'autres le soin de reparler de la réserve. J'aurai pour ma part quelques questions
sur la présence de M. Benalla dans les réunions relatives à la sécurité publique et dans les cercles du ministère de l'Intérieur, puisque jusqu'à aujourd'hui, tous les témoignages que nous avons pu avoir nous ont révélé son omniprésence au sein de ces instances. Alors j'ai 3 questions sur ce point, 3 séries d'interrogations. D'abord, êtes-vous en mesure de confirmer ces affirmations, c'est-à-dire l'omniprésence de M. Benalla dans les réunions relatives à la sécurité publique et dans les cercles du ministère de l'Intérieur? Quelles étaient, selon vous, les missions exactes qui étaient exercées par M. Benalla? Avez-vous eu connaissance de la participation de celui-ci en qualité d'observateur à d'autres opérations de maintien de l'ordre? Et le cas échéant, où et quand? Et enfin, avez-vous été informé par vos propres services de la présence de M. Benalla à des réunions autour de hauts responsables de la police et de la gendarmerie nationale? Merci, Madame la rapporteure, pour ces questions. Merci pour votre soutien à la gendarmerie. Alors, la présence de M. Benalla aux différentes réunions auxquelles moi j'ai pu participer, je ne l'ai pas vue aux réunions au ministère de l'Intérieur, très clairement. Donc, moi, je n'ai pas constaté, même pas une omniprésence. En fait, je n'ai pas constaté sa présence, tout simplement. S'agissant des missions exactes de M. Benalla, je serais bien incapable de vous les donner. J'ai entendu, comme vous, ce qu'a dit le directeur de cabinet. J'ai constaté effectivement qu'à l'occasion de cérémonies majeures, notamment je pense à l'hommage à Arnaud Beltrame ou le 14 juillet, je le voyais effectivement, je dirais, comme on dit, dans le paysage. Maintenant, moi je suis bien incapable de vous dire quelles étaient ses fonctions exactes. D'ailleurs, ça échappe totalement à mon domaine de compétences. Est-ce qu'il a participé à d'autres opérations de maintien de l'ordre? J'avoue que là aussi, je n'en ai vraiment aucune idée, et ce n'est pas non plus dans mon domaine de compétences. Pour le coup, moi j'avais des relations, je dirais, avec lui dans le cadre des réflexions qu'on aurait pu mener. D'ailleurs, il se trouve que, en réalité, même en tant que réserviste spécialiste, je ne l'ai jamais convoqué. On n'a jamais eu le temps, en fait. Il est toujours très pris, ce que je peux comprendre. Mais voilà, donc moi j'ai pas de connaissances d'opérations auxquelles il aurait participé. Voilà. Merci, mon général. Je vous salue avec un peu de retard. Bonjour, Monsieur le Président. M'en excuser. Dans les opérations de sécurité autour du président de la République à l'occasion de ses déplacements, M. Benalla donnait-il des ordres aux fonctionnaires de gendarmerie? Monsieur le Président, là-dessus, alors bon, évidemment, je ne suis pas la totalité des déplacements du président. En toute hypothèse et en tout cas, pour ceux que j'ai suivis, notamment je parlais de Saint-Martin tout à l'heure, M. Benalla ne donnait aucun ordre aux gendarmes. Celui qui est l'autorité légitime pour le gendarme, c'est le préfet. C'est le préfet qui est responsable au niveau du département, et c'est au préfet qu'on rend compte, et c'est le préfet qui donne des directives. Donc très clairement, M. Benalla n'avait pas ni la légitimité, ni d'ailleurs la compétence pour imposer, demander ou solliciter quelques modifications ou quelques dispositions que ce soit dans les voyages officiels auxquels il participait. Merci, mon général. Madame Jourda. Oui, merci, M. le Président, de me redonner la parole. Le reste de la question vous a peut-être échappé, Général. Avez-vous été informé par vos services de la présence de M. Benalla autour des réunions? Car vous ne l'avez pas constaté vous-même. Vos services vous ont-ils informé? Non. Dans les différents comptes rendus de réunions auxquels mes collaborateurs peuvent participer, donc régulièrement ils me font des comptes rendus de réunions, on pourra d'ailleurs le documenter si vous le souhaitez, il n'y avait pas, enfin en tout cas, moi j'ai pas vu la présence de M. Benalla, ni d'ailleurs personnellement, ni à travers les comptes rendus qu'on m'en a fait. Allez-y. Je vous remercie. Alors, de ces réponses à une question, j'avais dit que je ne parlerais pas de la réserve, mais tout de même, vous nous avez indiqué que vous l'avez intégré dans la réserve opérationnelle en tant que spécialiste au regard des missions qu'il a exercées. Or, vous me dites être incapable de dire quelles sont ces missions, que vous ne l'avez jamais vu travailler autrement que très partiellement. Comment avez-vous pu alors apprécier ces missions et estimer qu'il devait être intégré à ce grade, alors même que vous me dites n'en avoir aucune connaissance personnelle?
Je me suis mal exprimé. La question me semblait correspondre aux fonctions qu'il a actuellement au sein de la présidence. Bon, là, évidemment, ce n'est pas dans mon domaine de compétences. En revanche, préalablement à son intégration, on était sur quelqu'un qui, manifestement, avait assuré la sécurité de hautes personnalités, de toute nature, de tous bords. Et donc, dans ce cadre-là, il me paraissait avoir une expérience intéressante. Il avait suivi les études de master en matière de sécurité publique, suivi une session de l'IHEDN régionale, même si... voilà. Mais il me semblait en tout cas quelqu'un qui pouvait apporter des choses. C'était ça l'idée, en fait. Finalement, c'est un personnel ressource. Parfois, quand on mène des réflexions, on nous reproche, à juste titre, d'être souvent auto-centré. Voilà, bon, voilà, vous réfléchissez entre vous, ainsi de suite. C'est vrai. Et l'idée, justement, c'est... à la faveur des ressources que nous avons chez nos réservistes, et certains d'ailleurs nous disent il faut nous solliciter davantage. Et ils ont raison. Et donc les réservistes nous disent ben voilà, on a des choses à vous apporter, on a des visions différentes qui sont intéressantes pour vous. Et c'est donc dans ce cadre-là que M. Benalla, pour moi, constituait un personnel ressource dans un vivier. Et il se trouve que pour des raisons, je dirais, d'emploi du temps, il n'a pas été activé. Donc, moi, la réponse que je vous ai donnée, c'est ses fonctions actuelles. Évidemment, je n'ai pas ni à en connaître, je ne connais pas le détail. En revanche, pour avoir discuté avec lui, bien entendu, j'ai constaté, malgré son jeune âge, qu'il avait une expérience. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'âge, qui, là aussi, ici ou là, fait l'objet de discussions, on a quand même, dans notre société actuelle, des jeunes, des très jeunes, moi qui fais partie des anciens, je peux le dire, qui montent des entreprises, réussissent, qui finalement portent haut les couleurs de la France, qui... Là, je ne fais rien à l'affaire. Alors après, on me dit, oui, vous auriez dû peut-être... Peut-être. J'ai peut-être, là aussi, été peut-être trop enthousiaste par rapport à une vision un peu extérieure qui me paraissait intéressante dans le cadre de cette protection des personnels et des infrastructures qui, pour moi, est une priorité du commandement et la mienne. Mon devoir à moi, c'est de protéger mes personnels. Et pour protéger mes personnels, il faut que j'ai des avis à 360 de gens qui ont des choses à dire, des choses à apporter et qui peuvent nous interpeller dans nos certitudes. Parce que nos meilleurs ennemis, c'est nos certitudes. En général, est-ce que Mme Jourda a terminé? Non, mais je vais laisser les autres s'exprimer. Très bien. Quand vous nommez à un tel grade dans la réserve un gendarme réserviste, est-ce qu'il y a une sorte de procédure, de jury? Est-ce que votre avis personnel se fonde sur un rapport? Est-ce qu'on procède à une audition? Comment ça se passe? Alors, Monsieur le Président, il n'y a pas de jury, il n'y a pas de commission. En fait, il y a un travail de détection. Alors, ça se fait pas forcément d'ailleurs par le directeur général. Moi, j'ai à peu près aujourd'hui une centaine de réservistes qui sont rattachés au cabinet. Vous voyez donc, sur tous les autres réservistes, on a des contacts qui se font au niveau régional, au niveau du département. Donc, c'est souvent des contacts intuitu personnés qui conduisent à échanger, à dire, ben voilà, ben tiens, c'est une personne importante dans tel ou tel domaine, qui peut nous apporter des choses dans le domaine de la cyber, dans le domaine de la biologie. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels on peut avoir des besoins. Ensuite, il y a une proposition qui est faite et qui est travaillée par le commandement des réserves. Donc, il y a effectivement un dossier qui est monté sur l'opportunité ou non d'intégrer telle ou telle personne dans la réserve. Ce dossier, il me parvient avec l'avis de tout le monde, et c'est effectivement moi qui, par délégation de pouvoir du ministre, intègre les gens dans la réserve. Et donc c'est une décision que je prends, mais après les avis, je dirais, successifs, mais il n'y a pas de formalisation de commission, il n'y a pas d'avis collégial, il y a effectivement un processus d'étude juridique. Les choses qui se sont faites de manière réglementaire, en s'appuyant sur des textes, donc il n'y a pas eu de... on n'a pas contourné les textes, on les a appliqués. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Monsieur le Président. Oui, je vous remercie, mon général, mais dans ce cas, nous allons vous demander la communication de ce dossier. Je voudrais maintenant donner la parole à notre rapporteur, Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci, Monsieur le Président. Mon général, Monsieur le Directeur, je voulais d'abord m'associer aux propos de Muriel Jourda,
par rapport à l'estime qui est la nôtre pour la gendarmerie. Vous savez que nous sommes des élus de territoire et nous connaissons bien nos communes et nous avons beaucoup de contacts avec la gendarmerie dont nous apprécions particulièrement le travail. Et c'est ce qui me permet de revenir sur la question posée à la fois par Muriel Jourda et par Philippe Bas. Voyez-vous, nous avons même quelquefois des contacts informels avec des gendarmes. Et je peux vous dire qu'ayant eu l'occasion récemment d'avoir de tels contacts, je ne peux vous cacher qu'il y a quand même quelques interrogations, comme vous avez dit, sur l'ascension rapide de M. Benalia au grade. Vous avez cité Georges Brassens, qui dit que le temps ne fait rien à l'affaire. Vous eussiez pu citer aussi Pierre Corneille, ma chère collègue, qui dit que la valeur n'attend point le nombre des années. Mais toutefois, moi je connais, et on connaît, des jeunes extrêmement brillants, compétents, dans la réserve, qui ne bénéficient aucunement de cet avancement extrêmement accéléré. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas nous poser de questions devant le fait que lui, justement lui, bénéficie de ce haut grade. On a parlé, vous avez cité votre camarade malheureusement tombé dans les conditions héroïques que vous connaissez. Des gens m'ont dit, mais enfin, lieutenant-colonel, hein, c'est pas rien, lieutenant-colonel dans la gendarmerie, même dans la réserve. Donc, est-ce que vraiment, ce qui s'est passé vous paraît naturel, normal, habituel ? Ou est-ce que ça vous paraît atypique ? J'aurai une autre question, si le président le permet. En général, à vous de répondre. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette question qui me donne l'occasion, effectivement, de préciser encore davantage mes propos liminaires. J'ai entendu les interrogations en interne, puisque depuis la fin de semaine dernière, j'ai beaucoup de remontées, à la fois de réservistes et de personnels d'actifs, qui, pour certains d'ailleurs, manifestent une colère très claire. J'ai fait œuvre de pédagogie d'abord vers mes personnels par écrit, en leur donnant quelques éléments techniques, ce que je vous ai donné tout à l'heure dans les propos liminaires. J'ai fait une visioconférence lundi matin qu'on fait régulièrement avec les commandants de région, et j'ai à cette occasion-là expliqué à nouveau un certain nombre de choses. Dans ce que j'ai expliqué, c'est pour ça que je voudrais y revenir, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancement. Ce n'est pas une ascension en matière de carrière. C'est deux statuts différents. M. Benalla faisait partie de la réserve opérationnelle de sécurité publique avec un grade qu'il conserve. Si demain il revient dans cette réserve, il reprendra son grade initial de réserve opérationnelle de sécurité publique. Le grade dans la réserve spécialiste est un grade temporaire qui n'emporte aucune prérogative, ni de puissance publique bien entendu, ni de commandement. Donc on n'est pas sur une logique d'avancement, on est sur une logique de deux statuts qui sont complètement différents. Alors après, évidemment, quand on regarde la cinétique, on dit bah, finalement il est passé de tel grade à tel grade, sauf que ce n'est pas les mêmes statuts. Voilà un petit peu donc. Est-ce que ça peut susciter de l'interrogation et de la colère ? Je le comprends. Je m'en suis expliqué avec mes troupes. Je continuerai à m'en expliquer. Mais surtout, ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est une décision que j'ai prise en mon âme et conscience par rapport au niveau auquel je souhaitais employer M. Benalla. Et je reviens là-dessus. C'est-à-dire, finalement, il devait faire partie d'une personnelle ressource dans le cadre d'un groupe de réflexion sur la protection des personnels et des infrastructures. Dans le cadre de ce travail, il devait travailler avec des généraux, des officiers supérieurs, de tout grade, notamment les colonels. Bon, pardon d'être un peu trivial, mais dans le monde militaire, quand on discute avec des gens, souvent, le premier réflexe, c'est de regarder le code barre. On regarde le code barre, on regarde ce qu'il y a sur les épaulettes. Et, enfin, alors, on peut le regretter, mais moi, je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a en face de soi, ou quand les gens ont en face d'eux un officier subalterne, ainsi de suite, bon, ils disent il est bien gentil, lui, mais bon, nous, on est des mecs sérieux, on est en haut de la pyramide, ainsi de suite. Je dis ça comme ça, parce que c'est la réalité.
Et donc il me paraissait important, pour que cette réflexion se fasse, je dirais, de manière partagée, de manière intelligente, que je le positionne à un niveau où les gens l'écoutent. Mais, encore une fois, ce grade n'emporte aucune conséquence ou autorité quelconque sur quelque personnel de la gendarmerie que ce soit. Voilà, donc j'étais un peu long, pardon. Merci, au contraire. Monsieur Sueur. Ma collègue Muriel Jourdain me souffle cette question. Comment? Il a été répondu. Bon, alors je vais la garder pour moi, si tu considères qu'il a bon. Je veux poser une question très précise sur les événements qui se sont déroulés à Roissy à l'occasion du retour de l'équipe de France de football, dont la sécurité était assurée par la gendarmerie nationale. Et il nous a été déclaré que M. Benalla étant présent, il y avait eu quelques, comment vais-je dire, discussions ou quelques problèmes. Et je voulais savoir ce qui s'est passé exactement. Est-ce que les relations entre les responsables de la gendarmerie et M. Benalla ont été d'une totale sérénité et d'une complémentarité tout à fait claire? Et plus largement, et j'en termine ainsi, Monsieur le Président, ne pensez-vous pas qu'on est dans un système, et c'est peut-être le fond de cette commission d'enquête, qui n'est pas satisfaisant parce qu'il y a constamment interférence? Nous considérons tout simplement qu'il y a la gendarmerie avec ses structures et son commandement. C'est logique et ça marche comme ça, et ça marche correctement comme ça. Qu'il y a le groupe de sécurité du président de la République avec des gendarmes et des policiers, et qu'il y a une autorité qui le dirige, en lien avec la direction de la police nationale et de la gendarmerie nationale et le ministre de l'Intérieur, voilà. Et que si des personnes qui ne font pas partie de la police ni de la gendarmerie interviennent tout le temps, avec éventuellement des accords, altercations et injonctions de ces personnes à l'égard des militaires de la gendarmerie ou des fonctionnaires de la police, il y a problème. Donc, premièrement, Roissy. Deuxièmement, quel jugement portez-vous sur les relations entre M. Benalla et les gendarmes et le commandement de la gendarmerie dans les différents événements que vous avez connus? Et sur le fond, que pensez-vous de la situation ainsi créée? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être, pour qu'elle ne se reproduise pas? Voilà. Allez-y, mon général. Merci, monsieur le rapporteur, pour cette question. Alors, l'incident, enfin l'événement plutôt que vous évoquez à Roissy a été porté à ma connaissance par un appel téléphonique d'un journaliste qui me dit « Est-ce que vous êtes au courant ?» Bon, le moment où il m'appelle, j'étais pas au courant. Alors déjà, c'est un premier signe de la nature mineure du dit incident, parce que bon, on est dans une structure assez hiérarchisée, un peu pyramidale, et évidemment, s'il y avait eu un clash majeur, je pense que j'aurais été avisé tout de suite. C'était pas le cas, donc je dis aujourd'hui, bah, écoutez, moi je suis pas au courant, bon, pas de commentaire. Évidemment, je me suis quand même renseigné auprès de mes troupes. J'ai eu le commandant de la gendarmerie des transports aériens, puisque c'est les transports aériens qui étaient, la gendarmerie des transports aériens qui était responsable de la partie en zone réservée, donc autour de l'avion, qui m'a dit oui, il y a eu effectivement une discussion. Une personne est venue se présenter pour donner ou tenter peut-être de donner des directives. Le commandant de compagnie l'a poliment renvoyé vers l'autorité légitime, qui était là, en l'espèce, le préfet chargé de la sécurité, responsable sur les aéroports. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'après les comptes rendus qui m'ont été faits, d'incidents, d'altercations ou d'échanges un peu vifs. Il y a eu finalement une personne qui s'est adressée aux gendarmes. Le gendarme lui a dit « Moi, je reçois mes ordres du préfet, vous allez voir le préfet. » Et puis, de ce que j'en sais, M. Benalla est ensuite allé voir le préfet. Ce qu'il en est arrivé après, je ne sais pas, mais en tout cas, les choses se sont déroulées. Et donc, pour prolonger ma réponse, je n'ai pas eu connaissance, dans les différents déplacements, d'incidents qui auraient pu impliquer M. Benalla, qui auraient voulu imposer ceci ou cela. Je pense que ça me serait remonté. Et à chaque déplacement officiel,
Et il y a bien entendu des réunions qui se font sous l'autorité du préfet. Le commandant de groupement local, s'il est concerné dans sa zone de compétence, il établit une note de service, note d'organisation du déplacement dans laquelle les responsabilités sont clairement établies. Et dans ces responsabilités, il n'y a que des gendarmes. Le commandant de groupement, il agit sous l'autorité du préfet et ensuite il donne des ordres aux gendarmes. Et le gendarme, lui, il applique les ordres de ses chefs. Et moi, je n'ai pas connaissance d'immixtion quelconque dans ce domaine-là de qui que ce soit. Merci, mon général. Monsieur le rapporteur, je vais dans un instant donner la parole aux collègues qui l'ont demandé sous le régime de la question en 1 minute. Je les remercie d'avance de respecter. Mais, mon général, moi, je veux d'abord vous poser une question plus institutionnelle et d'organisation. Le commandant militaire du palais de l'Élysée est un officier supérieur de la garde républicaine, si je ne m'abuse. Actuellement, le patron du groupement de sécurité de la présidence de la République est également un officier supérieur de gendarmerie. Cela intéresse la commission des lois de savoir quels sont les liens d'organisation, de fonctionnement entre la gendarmerie nationale, le commandement militaire du palais d'une part, et ce groupement d'autre part. Merci, Monsieur le Président, pour cette question qui me donne aussi l'occasion de clarifier les relations que nous avons avec un certain nombre de structures de la gendarmerie qui sont mises à disposition d'autres institutions. On a des bons exemples et on a les gendarmeries spécialisées. On a un certain nombre de structures dans lesquelles nous avons des gendarmes, mais qui sont mis à disposition d'autres autorités. C'est exactement ce qui se passe à l'Élysée. Mon travail à moi, c'est finalement de mettre à disposition à peu près 300 personnels de gendarmerie, toutes catégories confondues, entre le GSPR et la compagnie de sécurité de la présidence de la République, qui dépend du 1er régiment de la garde républicaine. Mettre à disposition ces personnels. Mais ensuite, très clairement, je n'ai pas à connaître du reste. Je n'ai pas à m'immiscer ou à m'ingérer dans quelque fonctionnement que ce soit dans le domaine qui est le leur. C'est finalement leur métier. C'est ce qui se passe exactement pour les autres. Je vais évoquer les gendarmeries spécialisées, la gendarmerie de l'air, la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'armement. En fait, j'ai des personnels qui sont marqués gendarmes, qui sont formés gendarmes, que je mets à disposition, que je sélectionne, bien entendu. Et ensuite, une fois qu'ils sont mis à disposition de l'autorité fonctionnelle, ils échappent, pour ce qui concerne leur fonctionnement et leur travail quotidien, à ma responsabilité. Je reste responsable, bien entendu, s'il y a une faute majeure, s'il y a des blessés, bien entendu, là, on va les accompagner. Mais on est bien dans une logique, je dirais, de subsidiarité totale, et moi, je n'ai pas à connaître ni de ce que fait le GSPR, pour le coup encore moins, ni de ce que fait le commandement militaire de l'Élysée. Mon général, je complète ma question. Quand il s'agit d'évaluer, de promouvoir des personnels de gendarmerie qui servent à l'Élysée, avez-vous un rôle ? Oui, bien sûr. Alors, alors après, ça dépend du niveau hiérarchique auquel on se situe. Le patron de la garde républicaine, je dirais, il a une commission d'avancement et les sous-officiers sont gérés par la garde républicaine et il y a une commission d'avancement qui se réunit et bien entendu, il prend la tâche du commandant militaire pour procéder ou pas à l'avancement. S'agissant des officiers, ils sont notés au 1er degré par le commandant militaire et ensuite au 2e degré par le patron de la garde républicaine. S'agissant du commandant militaire lui-même ou du patron du GSPR, comme ça se fait dans d'autres structures, je demande une appréciation à l'autorité d'emploi. L'autorité d'emploi m'envoie une appréciation. Le directeur de cabinet du présidence m'envoie une appréciation en disant voilà, il remplit bien son métier, enfin il fait bien sa fonction, voilà, pour moi c'est quelqu'un de bien, de pas bien, ainsi de suite. Et à partir de cette appréciation, je suis amené à intégrer ça dans son dossier, à faire sa notation juridique définitive et ensuite à le présenter à la commission d'avancement s'il y a lieu. Y a-t-il d'autres agents que des fonctionnaires civils et militaires, c'est-à-dire de gendarmerie, au sein du GSPR ?
Alors, à ma connaissance, il y a donc des gendarmes, ça c'est certain. Il y a des policiers. Après, je ne saurais vous dire quel est le détail des personnels qui sont employés au GSPR. Là, ça échappe encore une fois à mon domaine de compétence. Merci, mon général. Alors, mes chers collègues, c'est M. François Grosdidier qui a demandé la parole en premier. Oui, merci, Monsieur le Président. Vous avez 1 minute, mon cher non, collègue. mais je n'en aurais pas nécessairement besoin. En général, je vais revenir sur les questions que vous a posées le Président Bas, même si vous n'avez pas directement la responsabilité du fonctionnement du GSPR, on nous a décrit pour les syndicats de policiers des relations exécrables entre M. Benalla et les membres du GSPR. Donc, c'est venu aux oreilles des syndicats de police. Est-ce que c'est venu aussi aux oreilles de la hiérarchie de la gendarmerie? Par ailleurs, est-ce que vous avez eu à connaître précisément du statut de M. Benalla, parce qu'il est présenté généralement comme chef de cabinet adjoint. Le ministre d'Intérieur nous a dit qu'il s'était autoproclamé chef de cabinet adjoint. Lorsque vous le voyez, vous nécessairement vous avez un dossier le concernant puisqu'il était réserviste, il apparaît sous quel statut? Et est-ce que la responsabilité de la sécurité de l'Élysée était réellement dans ses missions ou non? Et je termine sur le GSPR. Il y avait des idées d'évolution. Est-ce qu'il fonctionne bien comme il est à parité police-gendarmerie, ou est-ce qu'il y a des évolutions souhaitables, d'autres mutualisations? Le général a compris votre question. Mon général, merci, chers collègues. Merci, M. le sénateur, pour ces questions. Alors, les relations au sein du GSPR, j'avoue être totalement ignorant de difficultés dont vous faites l'écho. Moi, je n'ai pas eu de remontée sur les relations entre les uns et les autres. D'abord, je mets un point d'honneur. Alors, ça peut vous paraître là aussi peut-être étonnant, mais en tout cas, au même titre qu'on a une longue habitude des gendarmeries spécialisées ou des gens mis à disposition. On a ici un commandement militaire. Moi, je reste dans mon couloir. Il y a des choses que je dois savoir. Ça concerne effectivement si les personnels sont blessés, s'ils ont des problèmes particuliers, ainsi de suite. Ça, c'est mon job, c'est mon travail de les accompagner. En revanche, tout ce qui concerne leur métier, ce qui concerne leur engagement fonctionnel au quotidien, je n'ai pas à en connaître. Donc, je n'ai pas eu de remontée dans ce domaine-là en matière de relations. Et donc, je réponds directement à la troisième question. Toutes les idées d'évolution dont j'ai entendu parler, effectivement, qui ont été évoquées d'ailleurs depuis 2-3 jours, je n'ai pas à en connaître en tant que tel. J'ai à en connaître s'il y a des conséquences en matière de mise à disposition de personnel ou de transfert budgétaire potentiel. Oui, là, à ce moment-là, c'est le responsable de programme qui sera chargé de mettre en place les effectifs, de mettre en place tel ou tel budget. Mais moi, je n'ai pas vocation à contribuer, participer à toute réflexion que ce soit en matière d'évolution du GSPR. À ma connaissance, le statut de M. Benalla, pour moi, je ne sais pas exactement quel était son statut. J'ai entendu hier, comme vous, qu'il était chargé de mission. Bon, voilà. Et pour moi, d'ailleurs, n'ayant pas à interagir avec lui au plan opérationnel, je n'avais pas vocation à savoir exactement ce qu'il faisait. Dans le dossier, je ne crois pas qu'on ait des références sur sa fonction en tant que telle, puisque ce n'était pas au titre de sa fonction qu'il a été recruté. C'est bien au titre de son expérience en matière de sécurité des personnes, en matière de sécurité des biens, qu'il a été recruté. Il n'était pas recruté au titre de sa fonction. Merci, mon général. Madame L'Herbier. Monsieur le Président, mon général, quand vous avez présenté M. Benalla, vous nous avez dit justement l'avoir connu quand il était chargé de la protection des hautes personnalités. En gros, c'est ce qui a intéressé la gendarmerie. Ce que je me pose comme question, c'est nous sommes dans une période de risque terroriste.
les violences urbaines sont de plus en plus lourdes. Les civils qui gravitent autour du président n'ont-ils pas besoin d'avoir un diplôme spécifique, une formation spécifique, avec une sélection rigide? Les officiers de gendarmerie, de toute évidence, le concours est extrêmement difficile. Le concours de commissaire de police, le concours est extrêmement difficile. Alors, on trouve quand même bizarre que des personnes sans référence spécifique soient habilitées à se charger de la protection du président de la République, mais même des hautes personnalités. Je pense que le diplôme atteste d'une déontologie, d'un calme et d'une Merci, spécificité. cher collègue. Mon général. Non, à votre avis, général. Sur le dispositif qui est en place à l'Élysée, moi je suis bien incompétent pour dire qui doit y être, qui ne doit pas y être. Moi j'ai considéré, avant de l'intégrer dans la réserve spécialiste, que, au regard de son expérience passée, donc bien avant 2017, il avait des connaissances opérationnelles, concrètes, qui m'intéressaient. Une vision de la sécurité, une vision dynamique, avec des autorités qu'il a, pour lesquelles il a participé à la protection. Et je considérais que c'était intéressant pour moi de le prendre comme personnel ressource. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, je me permets de profiter de cette question pour apporter cette précision, puisqu'on parle de grade. On a un certain nombre, on a une procédure particulière qui permet de zinguer, comme on dit, les personnels. C'est-à-dire que lorsque les personnels sont en service, souvent à l'étranger, dans le cadre des opérations extérieures, on prend une décision particulière pour, par exemple, si la personne est adjudant-chef ou major, on le nomme lieutenant ou capitaine. C'est un grade visuel, mais qui ne correspond à aucune responsabilité, je dirais, de commandement sur le territoire métropolitain et dans les fonctions opérationnelles. Donc on a un certain nombre de procédures qui, là aussi, nous permettent de nommer des gens de manière, je dirais, visuelle, fictive, si je puis dire, mais en tout cas pour une question de positionnement. Et c'est bien ce sujet de positionnement qui renvoie à la question du grade conféré. Merci, mon général. Je vais donner la parole à Madame Lerpier qui veut compléter sa question. Je me posais la question générale. Il y a quand même des gens plus formés, plus habilités que ce monsieur pour protéger même un ambassadeur. Mon général. Après, bon, j'en disconviens pas, sauf que, selon mes informations, à ma connaissance, comme on dit, il a été en responsabilité de la sécurité d'un certain nombre de responsables politiques. C'est un fait. Moi, je n'ai pas à dire est-ce que c'était bien ou pas bien. C'est un constat, il l'a fait. Dès lors qu'il l'a fait, c'est une expérience qui m'intéresse. Mais, mon général, dans le dossier que vous avez eu entre les mains pour faire ce choix, il n'y avait pas de référence à l'incident que la presse a rapporté. Monsieur Benalla aurait été mis à la disposition d'un membre du gouvernement en 2012 qui s'en serait séparé après un accident automobile et une tentative de délit de fuite. Moi, Monsieur le Président, je n'ai eu aucune information de cette sorte jusqu'à, effectivement, à ce que ça sorte dans la presse il y a 2-3 jours. Mais jusque-là, je n'avais aucune information négative sur M. Benalla et encore moins relative à cet incident que vous évoquez. Merci, mon général. Je donne la parole à M. Kerrouche. Mon général, une question très simple. Quelle a été votre réaction en tant que citoyen quand vous avez vu les images du 1er mai? Quelle a été votre réaction quand vous avez su qu'il s'agissait de réservistes de la gendarmerie nationale? Et quelle a été aussi votre réaction quand vous avez su que ces personnes travaillaient à l'Élysée? En général. Alors, merci pour cette question, Monsieur le Sénateur. Alors moi, j'ai vu les images, évidemment, la semaine dernière, comme tout le monde. Avant, je ne les avais pas vues, je n'avais pas vocation à les avoir, d'ailleurs.
C'est vrai que quand on voit les images, elles interpellent. On voit bien qu'il y a des actions qui méritent des explications. Maintenant, je me garderai bien, si vous le permettez, de porter quelque jugement que ce soit, étant, pour le coup, par expérience, habitué à attendre qu'on ait le film complet avant que de porter quelque jugement que ce soit. Nous avons, quand je dis nous, les gendarmes, les policiers, souvent été mis en cause, nous sommes souvent mis en cause sur la base d'images qui, lorsqu'on les voit de manière séquencée, bien entendu, peuvent susciter une réaction, mais qui doivent être placés dans leur contexte, qui doivent surtout, et c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, faire l'objet d'investigations judiciaires, et ça fait l'objet d'une enquête judiciaire sur laquelle je me garderai bien de faire quelques commentaires que ce soit. En général, j'ai bien parlé de... Excusez-moi, mais j'ai bien parlé de réaction. Je ne vous ai pas demandé de jugement, en effet. Hein. Je considère qu'en tout cas, ça mérite, et c'est le cas, que des investigations soient conduites. Ces investigations sont conduites sous l'autorité de l'Inspection générale de la police nationale, sous l'autorité des magistrats. Et voilà, il me paraît intéressant, effectivement, d'attendre le résultat de toutes les investigations pour savoir exactement la manière dont les choses se sont passées, comment elles se sont passées et qui a fait quoi. Merci, mon général. Madame Benbassa. Mon général, ce qui ressort de vos propos est que vous vous situez dans une perspective plutôt théorique. Curieusement, vous le connaissiez, Monsieur Benalla, vous le connaissiez avant qu'il ne soit à l'Élysée, mais vous n'êtes pas du tout au courant de ses relations à l'Élysée avec le GSPR. Et vous n'avez pas eu des remontées. Vous dites que vous laissez vos hommes faire leur travail, ce que je comprends, sans vous intéresser davantage. Est-ce vraiment possible de ne rien savoir de ce qui se passait au niveau du GSPR? Mon général, je vous donne la parole. Je précise qu'il nous reste 10 minutes. Alors, Madame la sénatrice, je comprends votre question. Est-ce que c'est possible? Oui, je vous l'affirme. Je n'ai pas compétence pour savoir ce qui se passe au sein du GSPR. Ce n'est pas dans mon domaine de responsabilité. Et je vous le dis, et je le répète, je me garde bien. Mais moi, je considère que le GSPR, il a un patron. C'est le chef du GSPR qui lui-même répond à une autorité hiérarchique qui est au sein de la présidence. Et je n'ai pas, en aucune manière, en aucune sorte, à interférer, avoir des renseignements, ainsi de suite. Et c'est pour moi une question de principe et de déontologie. Je n'ai pas à m'immiscer, à m'ingérer dans un domaine qui ne ressort pas de mon domaine de compétence. Alors, je peux comprendre que ça vous étonne, mais je vous l'affirme, je n'ai pas à connaître de ce qui se passe au sein du GSPR et encore moins de ce qui se passe au palais de l'Élysée. Je crois, mon général, que c'est la règle, en effet. Alors, Madame de La Gontrie. Merci, Monsieur le Président. Mon général, vous avez indiqué tout à l'heure avoir pris connaissance des vidéos récemment. Vous avez indiqué, avec toutes les réserves qui vous appartiennent, comment vous les aviez appréciées, mais vous avez indiqué cela interpelle et, j'ai noté, cela mérite que des investigations soient conduites. Est-ce que vous pouvez donc confirmer que, selon vous, ces faits devaient être dénoncés au parquet? Mon général. Alors, merci, Madame la sénatrice, pour cette question. Il y a deux aspects dans votre question. Il y a effectivement le fait que ça m'interpelle, d'autant qu'au moment où je découvre la vidéo, je sais qu'il s'agit de M. Alexandre Benalla, puisque c'est ce qu'il se dit. Donc, c'est pour ça que je dis ça m'interpelle, parce qu'évidemment, je me dis, là, il faut qu'on regarde, est-ce qu'il était à ce moment-là, dans quel statut, puisqu'il y avait également M. Vincent Kras. Donc, ma question initiale, c'est ça, c'est finalement, ça interpelle. Bon, est-ce qu'ils étaient dans la position de réserviste ou pas? Voilà, donc ce qui n'était pas le cas. Donc, pour moi, très clairement, il y a cette ambiguïté initiale qui doit être levée. Ensuite, est-ce que ça doit être dénoncé? Après, ça, c'est un problème d'appréciation de la nature de l'infraction ou pas.
Moi, il ne m'appartient pas de prendre position là-dessus. Je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. L'autorité qui est celle des différents responsables doit être là aussi totale, et ce n'est pas de ma compétence que de dire il faut dénoncer, il ne faut pas dénoncer. Ce qui est certain, c'est que ça m'interpelle parce que je sais qu'au moment où je vois la vidéo, ce sont deux personnels qui font l'objet d'un contrat de réserviste. Et mon idée, enfin ma question initiale, c'est est-ce que ce jour-là, ils étaient en fonction de réservistes ou pas? Parce que c'est de là découle ma compétence ou non. Dès lors qu'ils ne sont pas, et je m'en suis assuré auprès du commandement militaire, bien sûr, dès lors qu'ils ne sont pas en service en tant que réservistes, ils échappent à mon domaine de compétence. Merci, mon général. Monsieur Alain Marc. Merci, monsieur le Président, mon général. Nous avons évoqué monsieur Benalla et son grade du lieutenant-colonel, certes, qui est provisoire, etc., un petit peu symbolique. Première question, y a-t-il une autre personne qui a obtenu, à laquelle a été octroyé ce titre à l'âge de 26 ans ou avant? Première chose. Deuxième chose, lorsque l'on octroie ce grade, vous avez dit qu'il n'y avait pas de commission, etc. Est-ce qu'on a vérifié ses antécédents? D'abord, ce dont il se prévalait, c'est-à-dire un master de droit, et puis est-ce qu'on a vérifié son casier judiciaire et ses antécédents? Mon général. Merci pour ces questions. Alors, ces antécédents ont été vérifiés dans le cadre de son recrutement en tant que réserviste opérationnel en 2009. C'est-à-dire que quand on engage un réserviste, il y a un passage au fichier, comme on dit. On vérifie effectivement qu'il n'y ait pas d'inscription au casier judiciaire et qu'il ne fasse pas l'objet de poursuites judiciaires diverses et variées. Ensuite, il a été employé, comme je le disais, 194 jours jusqu'en 2015. Bon, il n'y a pas eu de remontée négative. De 2015 à 2017, il était toujours sous statut SR, même s'il n'était pas convoqué. Et donc, on n'a pas eu d'informations qui aurait laissé à penser qu'il y avait un problème judiciaire ou qu'il ait eu un comportement anormal. Donc, là-dessus, au moment où il change de statut, fin 2017, il n'est pas utile de refaire, je dirais, ce travail de criblage, comme on dit, parce qu'il a déjà été fait et qu'on est dans la continuité. Il change de statut, mais globalement, c'est toujours le même. Globalement, on ne va pas refaire l'enquête. On est aussi dans une logique de simplification administrative. Et dans le cadre de ce recrutement, il ne m'est pas apparu, d'ailleurs réglementairement, dès lors qu'on avait déjà fait le travail, il n'était pas utile de le refaire une deuxième fois. Est-ce que on a un réserviste qui avait le même grade au même âge? À ce stade, à ma connaissance, non. Maintenant, on pourra regarder dans le détail en termes de réservistes citoyens si on n'est pas... Voilà. Mais je n'ai pas fait la totalité du... Merci, mon général. Et maintenant, Madame Troendlé. Merci, Monsieur le Président. Mon général, d'abord, j'aimerais vous exprimer mon très grand respect et la reconnaissance pour la gendarmerie nationale et tout particulièrement les missions exercées, notamment dans nos territoires ruraux, votre écoute et votre disponibilité. Mon général, ma question rejoint un petit peu celle de Monsieur Alain Marc et celle qui a été posée par le Président Philippe Bas. Vous avez dit que lorsque vous avez recruté Monsieur Benalla, ce qui a beaucoup pesé, c'est en fait ses compétences opérationnelles. Je me pose la question d'une enquête de moralité qui aurait peut-être dû intervenir à nouveau dans un deuxième temps. Ma question est la suivante. À aucun moment, puisque vous nous avez parlé qu'il était chargé de la protection de nombreuses personnalités, que ça avait pesé dans le recrutement, est-ce qu'à aucun moment, il n'a été porté à votre connaissance? Il semblerait qu'il ait eu, M. Benalla, des comportements non recommandables lorsqu'il était en charge d'une protection d'une personnalité. Merci, chers collègues. Mon général. Merci, Madame la sénatrice, pour cette question. Merci pour votre soutien. Mais non, moi, je n'ai eu aucune remontée d'un comportement inadapté, de quelque nature que ce soit. Je le disais d'ailleurs tout à l'heure sur l'accident qui a été évoqué à la faveur d'une mission au profit de M. Montebourg, que j'ai découvert dans la presse. Je n'ai eu, au moment où on l'a intégré dans la réserve spécialiste, aucune remontée négative d'aucune sorte sur le comportement ou l'action de M. Alexandre Benalla. En général, Madame le rapporteur veut vous poser une question.
Merci, Monsieur le Président. Oui, Général, à ce stade de notre audition, il y a un certain nombre d'éléments qui posent question. Alors, on a bien saisi pour quel motif vous avez donné ce grade à Monsieur Benalla pour qu'il soit en réalité à la hauteur de ses interlocuteurs dans cette mission qui n'a jamais été mise en œuvre parce qu'il n'en a pas eu la disponibilité. En revanche, il y a quelques questions qui restent. Lorsque vous nous indiquez que vous avez été motivé donc par cette expérience, en réalité dont il vous a fait part, par ses compétences et ses diplômes dont il vous a fait part également, puisqu'en 2009, par définition, au regard de sa date de naissance, il ne pouvait pas les avoir, donc c'était purement déclaratif. La question sous-jacente, mais en réalité que tout le monde se pose, donc je crois que notre commission doit la poser aussi, c'est à un moment ou à un autre, avez-vous un contact avec l'Élysée sur ce dossier ? Et à un moment ou à un autre, vous êtes-vous vous-même influencé par le fait que cette demande arrivait de quelqu'un qui se prévalait de ses fonctions à l'Élysée ? Général. Merci pour cette question, Madame la rapporteure. Elle a le mérite d'être directe. Elle a le mérite d'être directe, et ça me donne l'occasion de le dire. Non, à aucun moment, en aucune circonstance, personne ne m'a contacté. Je n'ai contacté personne à l'Élysée, et c'est très clair, c'est une décision personnelle que j'assume parce que ça fait suite, comme je le disais, à des discussions que j'ai eues avec l'intéressé. Merci beaucoup, mon général, de cette précision. Monsieur Fichet. Oui, merci Monsieur le Président. Mon général, simplement savoir, je crois qu'il y a un parallèle un petit peu dans le parcours de Monsieur Kras par rapport au parcours de Monsieur Benalla. L'un est chef d'escadron, je ne sais pas quel grade ça correspond, et l'autre devient lieutenant-colonel. Alors qu'il semblerait que Monsieur Kras ait une antériorité beaucoup plus importante que Monsieur Benalla. Est-ce qu'il y a une raison au fait que l'un est titre d'expert, quel expert, l'autre pas? Enfin, et puis l'autre question, c'est que j'aimerais savoir, parce que j'ai posé la question hier, je n'ai pas eu une réponse très précise, est-ce que quand on est lieutenant-colonel de réserve, on a aussi tous les attributs, c'est-à-dire l'uniforme, les grades, etc., et donc pour accéder dans les lieux ou exercer un commandement quelque part? Mon général. Merci pour cette question, Monsieur le Sénateur. Alors, c'est ce que j'essayais d'expliquer par mon propos liminaire. Les deux personnes sont dans un statut différent. Le grade du chef d'escadron, donc qui correspond au grade de commandant, Vincent Kras, est un grade qu'il a obtenu à la faveur d'un avancement, d'une progression hiérarchique dans le cadre de la réserve opérationnelle de sécurité publique, classique, et grade qu'il conserve. Globalement, il part demain, il revient après-demain, il sera toujours chef d'escadron. On le réintègre au même grade. Et il est employé dans ses fonctions d'encadrement. Il a encadré d'ailleurs des préparations militaires gendarmerie. Il a fait plus de 400 jours de réserve depuis 2009. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu en plus comme étant un bon professionnel, je dirais, dans le domaine de la réserve. Le grade de M. Alexandre Benalla n'a rien à voir. Ce n'est pas un grade dans le cadre, je dirais, de la réserve opérationnelle de sécurité publique. C'est un grade qui correspond à sa mission, qui n'emporte ni prérogative de commandement, ni prérogative de puissance publique, ni port d'insignes, comme vous le soulignez. On est dans une logique de spécialiste. Il avait vocation, il ne l'a pas fait pour des raisons pratiques, on n'a pas pu le convoquer, mais il n'a pas vocation à commander les gens. Au même titre d'ailleurs que la réserve citoyenne n'a pas vocation, pour ce qui nous concerne, à porter la tenue. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour nos amis de la marine, les réservistes citoyens peuvent porter l'uniforme. Mais en ce qui concerne la gendarmerie nationale, l'uniforme, il est porté par des réservistes opérationnels qui ont des missions de sécurité publique générale au quotidien. Et donc les statuts vraiment de M. Vincent Kras et M. Alexandre Benalla sont totalement différents. Monsieur Leroy. Oui, Monsieur le Président, merci. Mon général, vous parlez effectivement beaucoup de spécialités, et c'est vrai que les gendarmes sont spécialisés dans la sécurité, et notamment dans la protection des autorités, puisque quand on sait la formation, la durée de la formation, les qualités et les capacités du GSPR comme du GIGN, dans le cadre, votre avis m'intéresse, pensez-vous que l'apport de personnes non alignées sur la même fréquence que les pros de la sécurité rapprochée pourrait constituer un danger ou un handicap pour l'autorité protégée? En général. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Moi, je considère que les gens, notamment s'agissant du président, mais aussi l'ensemble des autorités ministérielles protégées par les personnels du GSPR pour le président, du SDLP pour les autorités de premier niveau,
ces protections sont faites par des gendarmes ou des policiers, s'agissant des autorités, et à ma connaissance, il n'y a pas d'immixtion quelque nature que ce soit. Enfin, je n'ai pas connaissance de ça. En même temps, ce n'est pas mon domaine de compétence, donc je suis mal placé pour vous répondre, mais très clairement, moi je constate que les gendarmes du GSPR, en tout cas, ne me font pas faire remonter de difficultés, et que, globalement, ils font leur métier au quotidien avec leurs camarades de la police nationale. Alors, Monsieur Leroy, rapidement. Oui, très rapidement. Autrement dit, effectivement, la protection rapprochée de Benalla du président ne pouvait-il pas gêner effectivement l'action du GSPR, qui sont des pros de la garde rapprochée? Appréciation technique. Alors, moi, je suis bien incapable, de répondre à cette question. D'abord, parce que je ne suis pas moi-même spécialiste en matière de protection des personnes. Je n'ai jamais tenu aucune fonction ni eu aucune formation dans le domaine de la protection des personnes. Donc là, moi, je ne sais pas comment sont organisés le dispositif au sein de l'Élysée. Ce n'est pas dans mon domaine de compétences. Et je suis, à ce stade, incompétent pour répondre à la question. Merci, mon général. Nous avons maintenant la question de Madame Canaillet. Merci, Président général. Je vois que, effectivement, personne ne connaissait les antécédents de Monsieur Benalla, que les choses semblent particulièrement cloisonnées, alors que sur le terrain, on a l'impression qu'il y a plutôt de confusion entre les différents acteurs dans cette affaire-là. Néanmoins, moi, je voudrais poser une question un peu plus précise sur le port d'armes dont était bénéficiaire Monsieur Benalla. Je veux savoir, vous, en tant que force de l'ordre, autorité qui régule l'ordre public, il était normal et réglementaire que M. Benalla soit titulaire d'un port d'armes, eu égard aux fonctions qu'il semblait exercer dans le maintien de l'ordre? En général. Merci, Madame la sénatrice, pour cette question. Le port d'armes, pour ce qui nous concerne, s'agissant de personnel de la réserve, il n'est autorisé que dans le cadre des missions de sécurité publique. En l'espèce, lorsque M. Vincent Crase était convoqué comme réserviste, à ce moment-là, quand il prenait son service, il percevait son armement sous l'autorité et le contrôle d'un personnel d'actif, et lorsqu'il terminait son service, il remettait son arme au râtelier sous l'autorité et le contrôle d'un personnel d'actif. C'est comme ça que ça fonctionne, et que tous les réservistes, finalement, perçoivent et réintègrent l'armement. M. Benalla n'avait pas vocation, dans sa fonction spécialiste, à être titulaire d'un port d'armes au titre de sa qualité de réserviste. Sur le reste, en termes d'emploi, les autorisations de port d'armes ne sont pas de mon domaine de compétence. Je n'ai pas autorité pour délivrer ou même donner un avis sur le port d'armes de qui que ce soit. Ce n'est pas de la responsabilité de la gendarmerie nationale. C'est de la responsabilité autorité préfectorale et les autorités hiérarchiques. Moi, je n'ai pas de responsabilité. La seule responsabilité que j'ai, pour aller au bout de la réponse, c'est pour mes militaires d'active de les autoriser à détenir l'arme en dehors du service. Ça, c'est suite aux différents attentats qui ont endeuillé notre pays, suite aux agressions, notamment, je pense à Magnanville, de nos camarades de la police nationale. Il a été mis en place un dispositif qui permet aux gendarmes d'active, en dehors du service, de détenir leurs armes après autorisation, je dirais, donnée par le commandement. Donc c'est le seul domaine dans lequel j'ai une compétence quelconque pour, entre guillemets, une détention ou un port d'armes hors service. Merci, mon général. Monsieur le Président Caner. Oui, Monsieur le Président, mon général, tout à l'heure, vous avez déclaré donc devant la Commission sous serment que rien ne vous avait influencé dans le zingage de M. Benalla à 26 ans pour devenir lieutenant-colonel de réserve. Au regard des faits qui lui sont potentiellement maintenant reprochés, est-ce qu'il y a un risque de désingage, pour être clair, de rétrogradation de son grade au regard de la responsabilité qui a été la sienne dans les événements que nous avons pris connaissance? Merci général. Merci, M. le sénateur, pour cette question. Alors, il y a deux choses dont l'une est déjà en vigueur et l'autre est potentiellement en cours. Donc la première, c'est qu'évidemment,
à la fois M. Benalla et M. Kras ne sont plus convoqués comme réservistes. C'est-à-dire, très clairement, on suspend les convocations. Comme ça, globalement, en attendant, plus ample informé. C'est ce qu'on fait traditionnellement pour tous les réservistes qui peuvent, parce que ça peut arriver aussi, avoir un problème de déontologie ou d'action, ainsi de suite. On les suspend de convocation, c'est-à-dire qu'on ne les emploie plus. Et ensuite, traditionnellement, on laisse courir le contrat et on ne le renouvelle pas. Pourquoi? Parce que si on souhaite radier la personne, la procédure de radiation, elle est encadrée par un texte que je peux mettre à votre disposition, qui nécessite la réunion d'une commission. S'agissant de 2 officiers, elle doit réunir 2 officiers d'active et 4 officiers de réserve. Elle doit faire l'objet, je dirais, d'une procédure qui est l'équivalente à celle d'un conseil d'enquête pour un militaire d'active. Alors, ce n'est pas tant la procédure elle-même qui pose problème, c'est le fait qu'il faille convoquer l'intéressé pour l'entendre sur les faits. Vous comprenez bien que, à ce stade, étant donné qu'il y a une enquête judiciaire en cours, je ne peux pas convoquer l'intéressé pour l'entendre sur les faits, sauf à interférer ou possiblement m'immiscer dans cette enquête judiciaire. Donc, à ce stade, ils sont tous les 2 suspendus de convocation et au fur et à mesure de l'avancée des investigations judiciaires et des éléments qui seront portés à ma connaissance, et sous l'autorité du ministre, bien entendu, nous prendrons les mesures lorsqu'on pourra les prendre, sans interférer, bien entendu, sur l'enquête judiciaire. Merci, monsieur le général. Le ministre de l'Intérieur. C'est les deux. Notre rapporteur, Madame Jourdain, a une ultime question à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Général, avez-vous été informé d'un projet de fusion du GSPR et du commandement militaire, et le cas échéant, avez-vous été consulté sur ce point? Merci, Madame la rapporteure, pour cette question. Alors, je n'ai pas été consulté, très clairement. J'ai été informé, en revanche. J'ai été informé parce que, bien entendu, ça a des conséquences en matière, comme je le disais, de mise à disposition des personnels et d'ajustement budgétaire. Mais je n'ai pas été consulté. D'ailleurs, je n'avais pas à l'être. Ce n'est pas dans mon domaine de compétence. Oh, peut-être que si, quand même, monsieur le directeur général. Mais, enfin, c'est une appréciation sur laquelle il n'y a pas d'inconvénient à être en désaccord. Voilà. Et je vous remercie d'avoir été coopératif dans le cadre de cette audition et de nous avoir éclairés.